la bronchiolite aiguë sur un essai contrôlé randomisé. Donc, en introduction, la bronchiolite virale, c'est l'infection des voies respiratoires basses la plus commune chez les nourrissons et les jeunes enfants. Bien que plusieurs stratégies de traitement aient été étudiées, peu ont montré une preuve de leur efficacité. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, avec notamment la dernière, une base de données Cochrane en 2008, qui a déclaré que la nébulisation de solutions salines à 3% a permis de réduire de façon significative la durée de l'hospitalisation et le score de gravité clinique chez les enfants atteints de bronchiolite aiguë. Donc c'est sur cette base-là que cet article a été réalisé. Il n'y avait pas d'études sur l'intérêt du sérum salé à 7% aux urgences dans les bronchiolites aiguës. Et cet article avait comme hypothèse principale l'utilisation du sérum salé à 7% associé à l'épinéphrine qui permettrait de diminuer les signes de gravité clinique et dans un second temps le nombre et la durée des hospitalisations. Donc première partie au niveau de la méthode, le plan d'essai, ils se sont attachés à faire un essai en double aveugle, randomisé, comparatif, contrôlé, conduit dans un département d'urgence dans un centre de soins tertiaires accueillant 70 000 patients annuellement. C'est un centre de soins de pointe où il n'y a que de la pédiatrie équivalent d'un CHU, donc rien à voir avec ce qu'on a nous aux urgences de l'hôpital d'Agen. Au niveau des participants, donc les patients ont été inclus, les patients inclus étaient des patients de 6 semaines à 18 mois, ayant consulté au service des urgences de octobre à mars pendant 2 ans, de 2010 à 2012, pour une bronchiolite aiguë, infection respiratoire basse et premier épisode de sibilant respiratoire, et avec un score de gravité de sévérité de bronchiolite supérieur ou égal à 4. Donc là, ils se sont, eux, servis du score BSS modifié, donc modifié, qui n'est pas le score validé normalement, qui est le score BSS. Ils ont tenu pour compte que ce score était similaire à celui non modifié, celui qui est utilisé d'habitude, sans faire d'études ni d'avoir de preuves scientifiques là-dessus. Donc le score utilisé, il y avait 3 points, 0, 1, 2, 3 points, avec 5 items, la respiration, le son, le travail respiratoire, la saturation et la conscience du patient. Les critères d'exclusion, il y en avait plusieurs, donc les antécédents de maladies respiratoires associés à des sibilants, l'utilisation de bronchodilatateurs 2 ans avant l'admission aux urgences, un âge gestationnel inférieur à 34 semaines d'aménorrhée, des antécédents de maladies cardiaques congénitales pulmonaires chroniques ou rénales chroniques, une saturation en oxygène inférieure à 85% au moment de l'admission aux urgences, une maladie grave nécessitant l'admission aux soins intensifs et l'impossibilité d'obtenir un consentement de la famille. Donc l'intervention, les patients éligibles ont été randomisés en 2 groupes, en bloc de 10. Donc le groupe contrôle reçoit un aérosol de 0,5 ml de 2,25% d'épinéphrine avec 3 ml de sérum salé à 0,9%. Et le groupe d'intervention qui recevait donc 2,25% d'épinéphrine aussi, mais avec 3 ml de sérum salé à 7%. Donc sérum salé hypertonique. Le critère de jugement, donc le critère de jugement principal, c'était une modification du score de sévérité de la bronchiolite. Comme on a dit précédemment, le score de sévérité modifié, donc le BSS modifié, pas le BSS utilisé dans les conventions et habituellement en médecine. Et des critères de jugement secondaires, il y avait le taux d'hospitalisation, le taux de décharge à 23 heures, donc c'était le taux de sortie à 23 heures d'hospitalisation, et la durée du séjour à l'hôpital. La taille de l'échantillon, elle a été calculée sur la base d'une différence attendue dans le BSS modifié de 2 points entre les 2 groupes, en supposant une puissance de 80%, un alpha de 0,05, la taille de l'échantillon était de 47 patients par groupe. Donc ensuite, pour les résultats, donc d'abord le flux de patients. Donc il y avait initialement donc 128 patients qui étaient éligibles. Donc 27 ont été exclus selon les critères dits précédemment.
ce qui nous donnait un total de 101 patients randomisés en 2 groupes. Donc 52 patients dans le groupe avec le sérum salé hypertonique à 7% et 49 patients dans le groupe avec sérum salé classique à 0,9%. La totalité des patients ont été analysés. Pardon, mais juste, je veux dire un mot sur ce graphique en fait. Il y a une discordance en fait entre ce qui est dit sur ce graphique avec les 128 patients éligibles en fait et les 113 patients dont on nous parle dans le texte qui ne sont pas justifiés. On n'a aucune preuve de justification en fait sur ni sur le graphisme, ni sur le graphique, ni sur le texte. Donc il y a une discordance entre le schéma et le texte en lui-même. Ensuite, pour le recrutement, donc comme dit tout à l'heure, c'était un recrutement en hiver d'octobre à mars sur une période de 2 ans, de 2010 à 2012, avec un suivi du coup de 24 heures et pour des patients inclus donc dans l'heure de leur admission aux urgences. Donc les données initiales, il n'y avait pas de grosse différence entre les 2 groupes étudiés, que ce soit au niveau de l'âge, du gendre, du poids. On retrouvait une petite différence par rapport au terrain atopique uniquement, avec 46%, soit 24 sur 52 dans le groupe hypertonique et 67% dans le groupe avec sérum salé classique. En sachant que, vous le savez, hein, à partir du moment où ce sont 2 groupes qui ont été randomisés, les caractéristiques sont présentées, mais il ne devrait pas y avoir de différence, puisque, par définition, le principe de la randomisation rend les 2 groupes homogènes. Donc, les résultats concernant le critère de jugement principal, on retrouve pas de grosse différence non plus entre les 2 groupes, avec donc à la disposition, c'est à l'admission, oui, 2,6 plus ou moins 1,9 contre 2,4 plus ou moins 2,3, donc qui nous donne une différence de 0,21 avec un petit p à 0,61 pour le changement du score au départ. Après le premier aérosol, on voit que le chiffre est exactement le même, pareil, entre les 2 groupes. Et pour les patients admis à 24 heures, il n'y a pas de grande différence non plus entre les 2 groupes. Alors, on n'a pas de différence. Oui, alors, on voit quand même sur cette diapositive que l'objectif, c'était d'améliorer de 2 points. Là, déjà, quand ils rentrent, ils l'avaient dit au départ, c'était des enfants qui étaient des enfants considérés comme non graves. C'était le critère. C'est-à-dire que le BSS modifié devait être inférieur à 4, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Donc, ils sont bien inférieurs puisque les enfants à l'admission, ils sont à 2,6 en moyenne, 2,5 en moyenne. Ceux qui étaient dans le bras comparateur étaient à 2,4. Ceux qui étaient dans le bras intervention, ils sont à 2,6. Donc déjà, ces enfants qui ne sont pas graves, il aurait fallu imaginer que le critère de jugement est à une amélioration de 2 points. Il aurait fallu imaginer que le rajout du sérum salé hypertonique aurait complètement normalisé l'état clinique de l'enfant. Or, on le voit bien là, il n'en est rien. Il y a peut-être, il y a même pas de tendance parce que quand on regarde après le premier aérosol, il y a une petite tendance négative pour le bras comparateur qui est à 2,06. C'est bien évidemment pas significatif, mais il y a même peut-être une petite aggravation chez ceux-là, que l'on ne retrouve pas après, puisqu'à 24 heures, par contre, c'est dans le bras intervention qu'il y a un semblant de début de peut-être de petite amélioration.
Donc, concernant les critères de jugement secondaire, donc, sur la durée du séjour aux urgences, on voit qu'il n'y a pas de différence non plus, avec une durée de 4 heures pour le groupe avec sérum salé hypertonique et de 3,9 heures pour le groupe contrôle. Concernant les patients qui ont été finalement admis, il n'y a pas de différence non plus. Il y a une tendance. Il y a une toute petite tendance, mais qui n'est pas significative vu le nombre de sujets. Il y en a 2 de plus qui ont été hospitalisés dans le bras comparateur. Et pour la proportion de patients qui ont été relâchés à 24 heures, même chose également. Donc, les risques concernant cette étude. D'autres études préliminaires ont prouvé que l'usage du sérum salé hypertonique à 7% chez les enfants de moins de 6 ans ne comportait aucun risque. Cependant, malgré ces études, l'épinéphrine a été utilisée d'une part du fait de son efficacité prouvée dans la bronchiolite, mais également pour réduire le risque théorique de bronchospasme lié à une concentration élevée de sérum salé. Donc, ensuite, concernant la discussion de cette étude, donc on retrouve quand même un certain nombre de limitations. Donc, concernant le critère de jugement principal, par exemple, on ne sait pas s'il s'agit d'un critère pertinent dans le cadre de la bronchiolite, d'autant plus que le score modifié n'avait pas été validé. Il n'argumente pas vraiment le fait d'avoir choisi, d'avoir modifié le score par rapport au score classique du BSS. Pas du tout. C'est un score qu'ils utilisent eux dans cet hôpital uniquement. Ils n'argumentent pas plus que ça. Ensuite, donc, on ne retrouve aucun critère justifiant la sortie donc, des enfants, ce qui peut mener finalement à une variabilité dans le temps de présence des patients aux urgences. Oui, tu veux dire par là qu'il aurait été intéressant de savoir si ces enfants-là, finalement, 3 ou 4 jours après, ils étaient revenus, par exemple, s'ils avaient été hospitalisés, oui. Dans quel état, avec s'il y avait une ordonnance de sortie, voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Ils se sont intéressés uniquement sur la partie ultra aiguë, c'est-à-dire dans les 24 premières heures de la prise en charge. Oui. Donc ensuite, il était précisé dans l'étude que certains enfants avaient pris préalablement des corticoïdes. Or, ceci n'a pas été pris en compte dans la sélection des patients et dans leur randomisation. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de stratification sur les enfants qui prenaient des corticoïdes, et même après, dans les caractéristiques initiales des enfants inclus, on ne retrouve pas le pourcentage d'enfants qui étaient sous corticothérapie, enfin, qui avaient pris de la corticothérapie dans les 24 heures qui précèdent. Ensuite, il n'y a pas non plus de données comparatives entre le moment de l'admission et l'inclusion dans l'étude. Oui, parce que ce serait intéressant d'ailleurs, Mélanie, que tu nous précises un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de l'admission et l'inclusion dans l'étude. Pourquoi ils font cette différence de temps? Si, souviens-toi, en fait, l'étude est principalement menée par un seul investigateur qui n'était pas obligatoirement présent sur site au moment de l'arrivée de ces enfants. Donc, il peut y avoir un certain délai entre le patient arrive, il est screené, il est éligible, et au moment où on le randomisé, avec la présence de l'investigateur qui va assurer et le traitement et le suivi de l'enfant. Voilà. Donc, à la limite, c'est pas trop grave, puisque ce sont des enfants qui ne sont pas des enfants qui sont sévères, et on le voit par exemple chez nous, toutes les bronchiolites, et surtout celles-là où ils ont un score qui est à 2, ils peuvent très bien, on ne les prend pas, n'ont pas obligatoirement des critères pour une prise en charge immédiate. Donc, c'est une remarque qui surtout nous amène au point suivant. Donc, avec des patients qui en plus ont été recrutés donc, en échantillon de convenance,
ne dépendant donc que d'un ou deux médecins et pouvant créer un biais de sélection. Donc effectivement, parmi tous les enfants qui arrivaient dans cet hôpital, tous n'étaient pas non plus inclus. Ah, il y a une question. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est un hôpital qui fait 70 000 passages par an et ils ont recruté 100 personnes. Ça me paraît extrêmement léger. Donc la question, c'est, étant donné qu'il s'agit d'un hôpital recrutant 70 000 personnes, inclure seulement 100 patients dans l'étude paraît un peu léger sur 2 ans en plus. Alors, l'argumentaire, enfin, l'explication, elle est probablement liée à l'organisation qui veut qu'il y ait eu qu'un, voire 2 investigateurs qui assurent, en sachant que c'est des enfants forcément qui arrivent en période aiguë, donc c'est du non programmé, et il est très difficile de pouvoir être présent H24 ou en tout cas dans l'heure pour pouvoir assurer ce recrutement. Voilà, donc ensuite, autre limitation, c'est qu'il s'agit d'une étude monocentrique. Et finalement, on ne sait pas non plus comment la randomisation a été faite. Ça, je crois que c'est 2 points très importants en matière d'évaluation et de recherche clinique. On est sur du monocentrique, donc il peut très bien avoir un effet centre qui laisserait imaginer si l'effet avait été... si l'intervention avait été positive, quant à sa valeur, son niveau de preuve. Et ensuite, vous savez que dans tous les articles, la façon dont la randomisation doit être réalisée est très importante. Je dirais le summum de la qualité de la randomisation étant une randomisation électronique ou par centralisée via un téléphone et éventuellement par Internet, en fait quelque chose qui n'est pas je choisis le jour où les jours impairs, je prends un groupe, il rentre dans un bras, le jour impair, il rentre dans un autre bras, ou je tire des enveloppes, ou je fais en fonction de la date de naissance. Tous ces moyens qui sont des moyens de tirage au sort, mais qui aujourd'hui ne sont pas reconnus comme entrant dans le gold standard de la recherche clinique. Donc ensuite, cette étude est-elle extrapolable, en sachant qu'il s'agit d'une étude unique faite aux États-Unis? A priori oui, puisqu'en Europe, on a quand même à peu près la même population. Quelle peut être son applicabilité sans épinéphrine, du coup, puisque en sachant que l'épinéphrine reste malgré tout le traitement de référence finalement dans la bronchiolite à ce jour. Et que, rappelez-vous, dans le rationnel, il justifie l'association de l'épinéphrine en lien avec les supposés effets de bronchospasme liés au sérum salé hypertonique. Et quel pourrait donc être l'effet du sérum salé hypertonique également en association avec les autres traitements actuels de la bronchiolite? Donc, en pratique, concernant la prise en charge aux urgences de la bronchiolite, selon les études Cochrane, donc pour le sérum salé à 3%, on sait que celui-ci réduit la durée d'hospitalisation et améliore le score clinique de sévérité des patients sortants ainsi que des patients hospitalisés. Ça veut bien dire que le travail qui a été fait par le groupe Cochrane, ils se sont centrés sur des enfants qui étaient hospitalisés. Ce n'est pas tout à fait notre population. Chez les patients hospitalisés, le sérum salé à 3% a montré son intérêt sur la durée d'hospitalisation. Ensuite, concernant l'épinéphrine, donc, on sait qu'elle est plus efficace que le placebo chez les patients non hospitalisés et qu'en association avec les corticoïdes inhalés, elle serait plus efficace, y compris chez les patients hospitalisés. Concernant les Tu es sûr pour que c'était les corticoïdes inhalés? D'accord. Concernant les bronchodilatateurs, ils n'ont pas montré d'efficacité dans la bronchiolite finalement, alors que c'est ceux qu'on utilise nous le plus souvent. Pour les corticoïdes,
inhalés ou Péros ne sont pas non plus efficaces. Par contre, effectivement, comme dit précédemment, en association avec l'épinéphrine, ils réduiraient le nombre d'admissions. Les antibiotiques, bien sûr, restent inefficaces. Donc, pour conclure, dans les bronchiolites modérées, les aérosols de sérum salé hypertonique à 7% associés à de l'épinéphrine ne semblent pas montrer de diminution significative du score de sévérité modifié de la bronchiolite, comparé à des aérosols de sérum salé à 0,9% associés également à de l'épinéphrine, même si, malgré tout, ils ne semblent pas dangereux chez les enfants de moins de 6 ans. Donc, sachant que l'épinéphrine est efficace dans le traitement de la bronchiolite, finalement, l'ajout de sérum salé hypertonique à 7% n'y apporte pas de bénéfices supplémentaires et il n'y a pas lieu de l'utiliser en pratique aux urgences. Il faut reconnaître quand même qu'ils étaient particulièrement ambitieux puisque ils mettaient comme on dit, on top ou en add-on, c'est-à-dire ils mettent en plus d'un traitement efficace, ils vont rajouter un médicament pour voir s'il y a une efficacité supplémentaire sur des enfants qui sont peu graves, en espérant améliorer de façon conséquente le score BSS, même modifié soit-il. Donc il y avait un niveau d'ambition qui était, à mon avis, bien trop important compte tenu de ce que l'on pouvait imaginer ou ce que l'on pouvait attendre de l'utilisation de sérum salé hypertonique en association avec un traitement qui a déjà prouvé son efficacité. Mélanie, Pierre, merci beaucoup.